Salut tout le monde, c'est la revue de presse du monde moderne. On est le 8 août 2022, en pleine canicule. Tout va bien en France. La balance du commerce extérieur est dans le rouge, mais vous allez voir, une interview de Gabriel Attal nous fait penser que tout va particulièrement bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Modernos, à ceux qui nous connaissent. La revue de presse du monde moderne, c'est tous les matins ou presque à 9 h ou presque, pour lire avec vous la presse des milliardaires, ceux-là qui n'aiment pas qu'on les suive dans leurs avions. Et oui, j'avais parlé ici des formidables comptes Instagram et Twitter, l'avion de Bernard et d'autres qui font un travail de salubrité publique, qui suivent tout simplement les logs des jets privés de nos champions, de nos capitaines d'industrie. Figurez-vous qu'ils ont droit à la vie privée comme les autres et qu'ils n'aiment pas trop qu'on suive leurs déplacements. C'est vrai qu'un Paris-Saint-Malo, Saint-Malo, Milan, Milan-Saint-Malo, Paris, dans la journée, ça fait bizarre, tout comme un Riyad-Marrakech, Marrakech-Paris. Bref, ils prennent l'avion comme nous prenons le RER, mais pour eux, c'est normal puisqu'ils sont là pour créer des emplois, sauver la planète et faire en sorte que vous preniez exemple sur eux parce que c'est ça, être un winner. J'espère que vous êtes des winners, j'espère que vous êtes bien assis sur vos fauteuils, que vous avez auprès de vous de quoi vous hydrater par ces chaleurs intenses. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a pas pris, mais on apprend quand même. Ah voilà. Hop, si, c'est bon. Qu'il y ait une dérogation, hein, c'est dans BFM, c'est formidable, sur les golfs. Hein. Les golfs, eux, ont le droit, vous allez voir, d'arroser à qui mieux leur golf, tandis que vous n'avez plus le droit d'arroser votre potager. Tout ça est normal, évidemment. Le contraste entre ces étendues d'herbe entièrement sèches et le green est saisissant. Une dérogation autorise ce golf à arroser le parcours où se trouve le trou, ce qui représente moins de 2% de sa superficie. Une décision nécessaire pour le directeur. On arrose uniquement les greens, les parties sensibles que vous avez vues. Les fairways, c'est un spectacle de désolation, on les a laissés cramer et on arrive à amoindrir notre consommation d'eau. Avec le restaurant, enfin le golf plus restaurant, on est à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va être 40 salariés sur la structure, donc ce sont des enjeux économiques. Car en effet, le marché français du golf représente près d'1,5 milliard d'euros et 15 000 emplois, dont 85% d'entre eux sont en CDI. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, cette agricultrice du département voisin est contrainte de rentrer ses bêtes dans l'étable. Car avec les... Alors j'aime bien le petit combien d'emplois grâce au golf en France, hein, déconnez pas, c'est de l'emploi les golfs. C'est vrai, l'idée c'est d'aller planter de nuit des navets, des graines sur les greens, comme ça ils seront sûrs d'avoir un peu d'eau, peut-être on va faire ce genre de truc. C'est dingue. Ce monde est fantastique. Hein. On vit vraiment un moment exceptionnel où tout part en couille, hein, on ne peut pas le dire autrement, mais où il faut faire comme si c'était tout à fait normal. Après tout, ça a toujours été le cas. Sauf qu'on n'a plus les moyens de faire comme avant. Voilà, les Marseille qui commencent à gueuler des navires de croisière, 5 actuellement, méga paquebots qui sont dans le port de Marseille et qui crachent leur fumée toxique sur la ville qui suffoque déjà de particules fines. Le maire commence à en avoir ras-le-bol. Que font les pouvoirs publics? Rien, tout va bien. Et puis des influenceurs qui continuent de vendre de la merde sur les réseaux sociaux. Je me suis mis ce week-end sur Instagram et alors j'ai eu le droit à me faire insulter par un mec qui s'appelle Marc Blatta, qui a fait Les Anges de la télé-réalité, qui a fait La Maison des Secrets ou je sais pas quoi, Secret Story, enfin bref. Un mec en or, je vous montre sa tête, voilà, il est magnifique, hein, c'est Marco. Donc il a critiqué mon physique et mes lunettes de cougar, voilà, en disant que lui, putain, il vendait des dents, t'as des dents, ça veut dire des lavabos, c'est magnifique. Il vend des implants capillaires en Turquie, hein, avec un code Marco30. Écoutez, c'est vrai, ce qui est terrible, c'est qu'il a acheté des followers, mais il y en a quand même 4 millions qui le suivent sur Instagram. Moi, je suis également sur Instagram, vous pouvez m'y trouver là-bas sous le nom de Alexis Poulain FR. Je commence à peine et je vois l'ampleur des dégâts qui sont faits par ces influenceurs. C'est assez terrible. Alors, je vois pas quel est l'intérêt dans la vie d'essayer de ressembler à une aisselle bien rasée. Il y a peut-être d'autres trucs à faire de sa vie, mais visiblement non. Ces gens-là aiment poser devant des voitures de luxe et vendre des produits frelatés à des gens qui trouvent que c'est bien de l'acheter parce que ça fait rêver. Moi, ça me fait pas rêver. En tout cas, voilà, je ne le connaissais pas. J'ai fait sa découverte ce week-end. Ciao Marc, on va pas s'attarder sur le monde merveilleux des influenceurs. On va plutôt de ce pas commencer votre revue de presse préférée.
Et ce matin, il n'y a pas grand-chose, la presse est assez calme. Alors évidemment, on va parler de Gaza, les frappes qui s'intensifient. On va parler aussi un peu de vacances. On va parler économie. On va parler également de Gabriel Attal qui donne une super interview aux Échos, le journal de Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Et puis on commence avec le Parisien aujourd'hui en France, qui est aussi le Canard à Nanar, le journal de Bernard Arnault, qui est un formidable quotidien. Comment le gouvernement prépare les esprits à une rentrée difficile? Ah, vous êtes prêts? Alors, il faut préparer les esprits. Donc, ils ont sans doute dû appeler McKinsey. Allô? Allô, McKinsey? Oui, c'est Elisabeth Borne. Voilà, j'aimerais que les Français, voilà, il faut qu'ils continuent, qu'ils ne se rendent pas compte. Hein? Si vous pouvez me faire une slide pour qu'on les prenne bien, qu'on leur explique qu'ils vont perdre un bras. Mais que c'est pas grave parce qu'on peut toujours manger des frites, du carton avec une seule main. Merci, McKinsey. Comme d'habitude, oui, 500 000 €. Oui, sur les îles Vierges, comme d'habitude. Voilà, c'est assez dingue. Donc, crise de l'énergie, inflation record. Les prochains mois s'annoncent compliqués. L'exécutif cherche le bon ton pour faire entrer ces sujets dans l'atmosphère et préparer l'opinion aux contraintes à venir. Alors, il faut savoir que du côté du gouvernement, Macron et consorts veulent mettre le paquet sur la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites, c'est-à-dire plus de précarité pour des gens qui sont déjà dans la merde, mais c'est génial. On va finir par distribuer des chèques pulls. Ce collaborateur ministériel rit bien jaune en songeant qu'à la hausse des prix pourrait encore s'ajouter une inédite crise de l'énergie cet hiver, provoquée par les sanctions, par la guerre en Ukraine, mais aussi les sanctions européennes, faut pas déconner. Alors, une plaisanterie qui en dit long. La rentrée s'annonce chargée de nuages noirs. Et au-delà des mesures attendues pour tenter de faire face à la crise, l'exécutif se triture les méninges afin de savoir comment préparer les Français à cette idée. Vous allez en chier, mais c'est grâce à nous que vous allez en chier. Bon, les Français, moi j'ai plutôt une idée de libération, hein, de sorte de catharsis collective qui s'appelle la grève générale. Voilà. Parce qu'à partir du moment où on va être pris pour un con jusqu'au moment où effectivement on va vraiment manger du carton, on peut, en tant que peuple politique, s'organiser. Pour le moment, visiblement, c'est plutôt McKinsey qui est en train de préparer les slides pour expliquer aux Français qu'il va falloir manger du carton cet hiver. Il ne faut pas mentir, ça va être dur. Tu m'étonnes. Les mecs. Ah mais vous allez mentir quand même, hein. On vous connaît. Alors, comment ça va se passer ? Oui, on ne peut pas être comme des voyageurs qui boiraient du champagne dans un avion en ignorant qu'il va s'écraser sur la montagne. Lâche crûment un cadre de la majorité. Les mecs savent que c'est la merde. Tous les voyants sont rouges, on est en train de se cracher, effectivement. Grâce aux mesures de von der Leyen, il faut énergie chère pour que les Européens fassent soutien aux valeurs européennes. Pas se chauffer cet hiver. Ok, et sinon, pour l'économie, on fait comment ? Comme d'habitude, chômage de masse, travail précaire, main-d'œuvre internationale. Et donc, alors, il ne faut pas mentir, ça va être dur. Pas une mince affaire de trouver le bon ton, hein. Et oui, le contexte géopolitique, la guerre, le sujet climatique, l'énergie, c'est très anxiogène, convient le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, l'homme qui chasse à l'arc. Tout cela peut être inquiétant pour les Français. Mais c'est rien comparé au Covid. On a eu tellement peur pendant 2 ans. On n'a plus peur de rien, monsieur Fesneau. On ne sait pas. Et possiblement lourd de conséquences, tant sur le plan économique qu'en matière d'énergie. Il ne faut pas mentir, ça va être dur. L'hiver va être compliqué. Tous les efforts sont faits pour limiter les contraintes, mais il va y avoir des contraintes, prévient le député Renaissance Marc Ferracci. On va tout faire pour limiter les contraintes, mais il y en aura. Tu sais quoi ? Non. Non, je crois que ce coup-ci, non. On va pas faire un couvre-feu parce qu'on n'a plus le droit d'allumer la télé après 19h. Encore que la télé, on l'allume plus. Mais je veux dire, si jamais vous nous pondez un truc comme qu'on n'a plus le droit de regarder la revue de presse du Monde Moderne sur Twitch parce que ça crame des serveurs et que c'est totalement grave pour la planète, non, ça va pas se passer correctement. Je vous cache pas que ça va pas passer correctement. Donc, je pense qu'il va y avoir des jours sans transport, des jours sans chauffage, des jours sans nourriture. C'est bon le jeûne pour la santé, et ça c'est vrai. Mais bon, le jeûne, quand il est décrété par les autorités, ça se passe jamais très bien. Malgré les textes votés en ce début d'été, un conseiller du gouvernement identifie toujours une zone de risque pour le pouvoir d'achat. J'ai clairement identifié une zone de risque pour le pouvoir d'achat, maître. Oh, dis-moi, quelle est cette zone de risque ? C'est vers septembre-octobre, quand ils vont rentrer, qu'ils vont se rendre compte que tout est très serre et qu'ils n'ont plus de sous. En même temps, ils ne sont pas partis en vacances, ils ont économisé, mais ça ne suffit pas. Hein. Oui. Alors, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Gloire à lui. A moult fois prévenu que le quoi qu'il en coûte avait vécu. C'est fini. Maintenant, il va falloir rembourser. C'est le quoi qu'on rembourse, combien qu'on paye? Avec nos sous, comme d'habitude? Mais bien sûr, mais avec plaisir. Par contre, en revanche, s'il vous plaît, que Emmanuel Vargon soit nommé à la tête de la commission pour la régulation de l'énergie avec un salaire de 16 000 € par mois, pour moi, excusez-moi, mais c'est de l'argent mal dépensé. J'aimerais avoir un droit de regard. Bah, c'est ça la démocratie, me semble-t-il. Alors, non. Dans toutes les têtes, le spectre d'une crise de l'énergie. Après les premiers signaux envoyés en juillet, d'aucuns s'attendent d'ailleurs à ce que le gouvernement aille crescendo dans l'intensité des alertes. Alerte, 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 attention, il n'y a plus rien à manger, alerte. C'est dingue. Vous allez voir, les Allemands, ils relancent le nucléaire. Ils ont dit non, mais c'était pour rigoler, c'était Angela, tout ça, mais... Alors, voilà. Et puis, attention, d'autres jugent nécessaire de verdir le ton après un été marqué par la canicule, les méga-feux et une sécheresse historique. Donc, on va sans doute faire beaucoup de concessions, beaucoup de restrictions, mais en verdissant le ton. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous faire passer ça pour le changement climatique, alors qu'en fait, c'est qu'il n'y a plus de thunes, il n'y a plus de moyens, puis il y a les sanctions qui font qu'il n'y a plus d'énergie. Mais globalement, on va vous faire passer ça pour un truc super. Salut tout le monde, vous êtes très nombreux ce matin pour une revue de presse au mois d'août, un nouvel impôt ou une semaine de congé en moins. Moi, ça me paraît tout à fait jouable. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Merci à Citoyens du Monde qui vient de reprendre un abonnement pour 5 mois et tous les autres. Et puis à partager bien sûr le lien de ce stream. Mercredi dernier, le déjeuner de travail sur la planification écologique organisé autour d'Elisabeth Borne à Matignon n'a ainsi pas été uniquement consacré aux questions de méthode. Alors les mecs passent leur temps à bouffer. C'est déjeuner de travail, c'est dîner de travail, c'est dîner de recadrage, c'est machin. C'est jamais, bon, on bouffe et puis on essaye d'avoir une idée pour comment on entourloupe les Français. C'est ça leur travail, c'est rencontrer des gens et manger. Globalement, avec nos sous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, c'est normal, ça s'appelle la démocratie représentative. Après, peut-être qu'on pourrait voter le menu de manière collective. Attends, qu'est-ce qu'ils bouffent ? Est-ce que c'est entrée plat dessert ? Est-ce qu'il y a la clim dans leur putain de resto là où ils sont là, au sein de Matignon ? Est-ce qu'ils ont baissé la clim ? Je voudrais savoir. Voilà, donc ils bouffent. Et alors autour de la table, ils avaient des idées donc fantastiques sur la planification écologique. Alors sur la méthode, autour de la table, les ministres se sont attardés sur la façon de faire entrer ces sujets dans l'atmosphère. Oh, Isabelle, je me disais, comment on pourrait faire entrer ces sujets dans l'atmosphère ? Ah oui, très juste. Comment ? Comme une météorite qui tombe sur la gueule, j'ai envie de dire. Avec des petits déchets, et un truc qui va faire un énorme cratère. Alors, bon, sur les questions de récit, donc le storytelling, tout ce qui est toujours le narratif, tout ça c'est du McKinsey pur jus. C'est comment enrober le fait que c'est la merde parce qu'ils ont fait que de la merde, en expliquant que c'est la faute des Français qu'il va falloir se serrer la ceinture pour si on veut sauver le pays. J'en peux plus, les gars. Je veux bien qu'on soit en août, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges, tout ça, ça paraît loin. Mais rien ne s'est passé. Au niveau de la révolution, tout reste à faire. Alors, des points de presse réguliers comme lors de la crise sanitaire ? Mais oui, mais j'adorerais avoir une conférence de presse tous les jeudis, Elisabeth ? Bon, t'auras pas l'accent de Jeannot. En accord avec les autorités compétentes et compte tenu de la crise énergétique qui touche de plein fouet le quinquennat européen, il a été décidé de couper le chauffage de toutes les écoles primaires parce que les enfants, ils peuvent se chauffer tout seuls, vu qu'ils sont tous hyperactifs ou HPI. Ben voilà. Non, alors, bon, on n'aura pas l'accent de Jeannot, malheureusement, mais on aura sans doute alors Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre autour de ce déjeuner de travail ? On ne peut pas exclure d'être contraint d'utiliser les mêmes formats que lors du Covid, glisse un conseiller de l'exécutif. Ah oui, les mêmes formats que lors du Covid, ça veut dire les présentations McKinsey à 500 000 balles, avec les courbes pipotées. Ouais, parce qu'ils s'étaient trompés, en fait, c'était pas les bons chiffres, mais après ils t'expliquaient qu'ils n'avaient pas eu le temps de mettre à jour la présentation, parce que ça, en fait, c'était une présentation pour les Pays-Bas. En fait, c'était passé par le Canada, donc ils ont traduit en français, mais bon, bref. Donc sans doute qu'on va avoir droit à du bullshit McKinseyien, de cabinet de conseil, comme on aime.
pas exclu non plus que chaque ministre reparte du séminaire gouvernemental de rentrée avec sa feuille de route verte. Tiens, fais-moi plaisir. Hein, tu enlèves le papier toilette dans les chiottes du ministère. Ah, mais comment on va faire? Ah, ben chacun amène son papier. Hein, ça suffit, maintenant ça suffit. Bordel. Non, mais l'arnaque est totale. Sur l'écologie, la puissance publique doit montrer l'exemple. Ah bah oui, oui. Plus on souhaite responsabiliser les gens dans leur comportement individuel, plus cela suppose que l'État, la puissance publique, montre l'exemple, résume le ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure. Merci Roland. En écho, alors les mecs, bon, laissent tourner les bagnoles, je sais pas à combien sont les clims. Alors, généralement, les ministères, c'est très mal isolé, c'est des anciens hôtels particuliers, donc tu as des petites clims individuelles dans des bureaux qui pompent un max d'énergie et qui essayent de rafraîchir des pièces qui sont très chaudes. Hein. Voilà, c'est à peu près ça les ministères. Ça dépend, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres. À Bercy, je pense que la clim marche très bien. Hein. Ce serait bien d'aller faire un tour avec un petit thermomètre pour voir combien sont les pièces, différentes pièces, parce qu'en fait, c'est un aquarium, Bercy, tu n'as que des vitres, et je pense qu'il fait frais. Je pense qu'on est bien quand même à l'intérieur. Pareil sur les... Voilà, c'est déjeuner de travail, on aimerait avoir le menu, hein, ne serait-ce que pour savoir ce qu'on mange quand on peut encore manger. Voilà. Alors, mais attention, hein, un député Renaissance redouble les mises en garde. Contre le côté, on demande toujours des efforts aux mêmes, car ça peut être dévastateur. Sans blague. Ah oui, donc ils vont essayer de se cacher, hein, de ne pas montrer qu'ils se gavent et qu'ils font comme d'habitude, en nous poussant bien sûr à faire plein de mesures de restriction, mais on se sentira tellement fiers de lutter pour notre pays, hein, en mettant nos 5 pulls. Ou pas. Alors, autant dire que dans ce contexte, l'image fin juillet de voitures de ministres laissées moteur et climatisation allumés dans la cour de l'Élysée pendant le Conseil des ministres a fait hurler dans les rangs de la majorité. C'est très mauvais, admet un membre du gouvernement. Et les photos publiées vendredi par le magazine Voici montrant Emmanuel Macron sur un jet ski au large du fort de Brégançon. Ah, vous me parlez des vacances passées? Non, le marcheur était incrédule, il hésitait. Et non, parce que Var Matin a montré Emmanuel en canoë. En disant, il montre la sobriété énergétique. Mais Manu, il en a rien à foutre du canoë. Le mec, tu le retrouves 2 jours après, sur son gros jet ski qui fait vroom. Eh oui, parce que les vacances pour Emmanuel Macron, c'est Brégançon et du jet ski. Avec Brigitte dans des tenues fantasques. C'est impressionnant. Donc ça, c'est les photos de Voici de cette année. Hein, c'est pas l'an dernier, c'est pas celle d'avant. Manu, hein, pour lui, les vacances, il veut son gros jet ski qui fait vroom. Sinon, c'est pas rigolo les vacances. Voilà. Donc, il avait son jet privé, évidemment, de la République, ses gardes, machin, son petit jet ski qui fait vroom. Il était très content. Et puis, alors, tu te dis, mais bon, c'est génial. Comment la majorité donc continue? Reste à savoir quel registre le président et à sa suite le gouvernement va employer à la rentrée, celui du sang et des larmes ou du volontarisme? Ou du foutage de gueule, ou de l'énorme foutage de gueule en réalité, ou de l'énorme foutage de gueule avec un gros pain dans ta gueule. Voilà. Puisque si jamais vous faites des manifestations, vous inquiétez pas que les LBD sont prêts. Pour l'heure, l'Élysée s'en tient à la mobilisation générale décrétée le 14 juillet, appelée à se décliner dans les prises de parole de la rentrée. On attend les slides de McKinsey pour savoir comment on va raconter tout ça là, qu'il faut faire des efforts pour... Parce que, oui, parce qu'avec Ursula, on s'est mis d'accord qu'on pouvait plus rester d'énergie. Hein, et comme nous, on a fermé nos centrales, elles les gardent. Enfin, c'est compliqué. Ah on va voir. Alors, pour l'heure, hein, donc voilà, on en est là. Mais les deux options ont leurs partisans en coulisses. Ce sera forcément un mélange des deux. Il y a de vrais nuages noirs sur la situation du pays, mais avancer est nécessaire et possible. Les mecs créent la merde, et ensuite, ils essayent de t'expliquer qu'on va s'en sortir grâce à eux. J'ai comme l'impression que ça ne peut pas fonctionner. Alors peut-être me trompe-je, sans doute ai-je une analyse faussée de la situation, mais globalement, quand les mecs te foutent dans la merde pour ensuite t'en sortir, bon, on peut appeler ça globalement une escroquerie. Alors, on verra, mais en tout cas, c'est Stan Guerini qui dit que bon, ça va chier. Un stratège du gouvernement résume, ça va être coton. Oui.
Alors, surtout si on continue bien sûr à faire ce travail formidable d'information, de salubrité publique, à un moment, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas continuer à se faire mener par le bout du nez par des narratifs, des récits inventés par des cabinets de conseil pour masquer l'incurie d'une kakistocratie aux manettes. Kakistocratie, c'est le règne de la médiocrité. Donc là, voilà comment le gouvernement prépare les esprits à une rentrée difficile. J'avais en parallèle cette photo d'en voici de notre président aux aisselles magnifiquement rasées. Alors c'est vrai, on m'a dit que maintenant, dans l'hygiène masculine, on pouvait se raser les aisselles. C'est quelque chose qui permettait, éventuellement surtout l'été, de ne pas souffrir de 2 écureuils morts sous les bras. Personnellement, je ne le fais pas. Lui, il s'arrête aux aisselles. Après, il garde ces magnifiques toisons là, sur le torse. Et voilà, donc comment le gouvernement prépare les esprits à une rentrée difficile. Profitez des vacances pour ceux qui en ont, parce que ça va être tellement n'importe quoi à la rentrée. J'espère que nous aurons une opposition à la hauteur. On peut toujours rêver, des syndicats mobilisés, et peut-être même des travailleurs et des citoyens éclairés, et qu'on aura une fronde terrible contre ces mesures de restriction qui n'ont aucun sens. Je ne sais pas. En tout cas, le président aux aisselles rasées nous promet de belles prise de part. Oui, médiocre, on peut aller au-delà en parlant même de corruption, mais on ne parle plus du scandale McKinsey, on ne parle plus du scandale Uber. Regardez, il est en vacances sur son petit transat vert et est-ce qu'on l'a emmerdé avec le fait qu'il a été lobbyiste pour une entreprise américaine alors même qu'il était ministre de la République française? Non, c'est normal, c'est ministre, je fais mon travail moi. C'est dingue. Je ne sais pas quoi faire ni quoi dire. Et puis voilà, vous savez... Alors, Brégançon, donc t'as Manu sur son jet ski, mais il faut savoir que comme il sait que les Français l'adorent, pour assurer la tranquillité de la famille et éviter que les badauds ne franchissent les limites, quelques badauds se sont massés avec des fourches. Environ 300 000 badauds avec fourches et tracteurs attendent le président au pied du fort. Des canoës également sont autour. Des drones ont été aperçus. Alors, cette année, il y a 2 Zodiac et un jet ski qui patrouillent en permanence devant le fort. Les rondes de gendarmes ont été multipliées par 2 sur la plage d'à côté. Et du coup, si t'es en vacances à Brégançon, c'est un enfer. Voilà. Mais à part ça, c'est un président aimé des foules qui transporte dès qu'il se déplace, à tel point qu'il se bunkerise même quand il est en vacances. C'est génial. Alors après, vous aviez des macronistes sur Twitter qui disaient « Il a été aperçu dans les rues de Brégançon, applaudi par les badauds. Certains ont dit même « Merci, continuez ». Et oui, faut pas rêver, on est en France, c'est vrai. Mais l'Amérique du Sud est en train de passer à gauche. Alors, il y a toujours des peuples en ébullition. Il y a eu encore une élection à Bogota où là, on a un nouveau président de gauche en Amérique du Sud. Nous, on a Macron pour la 2e fois. Le mec qui est sauvé à bout de bras, tenu à bout de bras malgré les affaires qui s'accumulent. On ne les cite plus tellement la liste est longue. C'est étonnant ce pays quand même. Des gens qui aiment se faire maltraiter et qui ensuite disent « Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Fais un effort, tais-toi. » D'accord. Et puis, il n'y a pas que les Français qui sont dans cet état-là. Vous avez les Allemands également qui se mobilisent pour vivre sans gaz russe. Voilà. Donc, confronté à une grave crise énergétique, le chancelier Olaf Scholz envisage de prolonger l'activité des 3 dernières centrales nucléaires du pays qui devaient fermer à la fin de l'année. Alors, c'est exactement comme nous qui ouvrons à nouveau les centrales à charbon de Saint-Avold et d'ailleurs, puisque nos centrales nucléaires, elles, sont en maintenance pour la moitié du parc nucléaire suite à un souci de corrosion. Au Tricastin, l'eau est trop chaude, mais une dérogation permet à la centrale de relâcher de l'eau de refroidissement encore plus chaude que d'habitude dans le Rhône, ce qui fait que pour les écosystèmes, ça va être terrible. Mais c'est pas grave, tout ça, c'est parce qu'on n'a plus le choix. Et à côté de ça, on va t'expliquer, connard, de baisser la clim parce qu'il faut sauver la planète. Mais non, mais tout va bien. C'est normal. C'est parce que tu ne fais rien de ce qu'on te demande. Et donc, vous pouvez écrire moins vite. J'ai pas le temps de lire. Bah, j'écris pas vite. Ah, vous parlez du chat. Je vous lis un peu dans le chat. Bon. En tout cas, les Allemands qui avaient prévu de sortir du nucléaire à la fin de l'année relancent les centrales pour 3 à 5 ans minimum. Ils n'ont pas le choix de toute façon, puisque même avec l'électricité, l'énergie renouvelable, ça ne suffira pas pour compenser la perte du gaz russe, qui est essentiel à l'économie allemande pour vendre des grosses voitures qui polluent à l'autre bout du monde. Hein. Donc, évidemment, nous, on a la centrale à charbon
qui rouvre, avec du charbon qui vient d'Afrique du Sud et d'Australie, depuis le port de Rotterdam, ensuite acheminé dans ces centrales. Tout ça est absolument écolo, tout comme le gaz liquéfié américain qui arrive par les terminaux du Havre et de Rotterdam. Tout ça également, c'est totalement écolo. C'est vous qui n'y comprenez rien. Eh bien voilà. Et on lit dans le Figaro que c'est vrai, les sanctions européennes n'ont pour l'instant pas eu l'effet espéré par les pays européens. C'est pas Bruno Le Maire qui nous disait que l'économie russe devait être à genoux? Là, maintenant? Non. Alors, non, l'économie et le régime russe, ça tient. Alors, mais alors vous allez voir, hein, on a quand même des stratèges, on a les stratèges qu'on mérite, vous me direz. Elles permettent de tenir l'État agresseur responsable de ses crimes et d'affaiblir aussi ses capacités à poursuivre la guerre. Ce ne sont pas les sanctions qui tuent l'économie européenne, mais la guerre hybride que mène la Russie. Guerre hybride. Bon, c'est une guerre, hein, c'est quand même la Russie a envahi l'Ukraine. Bon. Et le gaz continue de couler hein, pour financer d'un côté comme de l'autre les belligérants. Mais ça, c'est Oleg Nikolenko, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien. Alors, Zelensky a encore gueulé en disant « Ils sont où les 8 milliards? Je les ai pas vus. Ils sont où les milliards ?» Donc, il attend davantage d'armes et de milliards, comme d'habitude. Et vous allez voir, il y a eu le rapport d'Amnesty qui a un peu fait chier les Ukrainiens. Mais bon, ça, c'est la guerre. Hein. Vous allez voir, c'est toujours de la merde, la guerre. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est que, tout simplement, alors que les grandes capitales occidentales sont en vacances d'été, les agents du Kremlin, eux, restent actifs. Leur rôle est de faire monter le mécontentement et de présenter la politique de résistance à l'agression comme inutilement douloureuse. On n'a pas approuvé l'agression, mais on condamne la résistance à celle-ci. C'est le service après-vente des Poutiniens à l'Ouest. Ça, c'est Michel Duclos, conseiller de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est ce truc dont Laurent Bigorne, le patron, mettait de la MD hein, dans les verres d'une de ses collaboratrices pour passer une bonne soirée. Hein, il mettait également de la MD dans la tisane de sa femme. Et il consommait beaucoup de cocaïne. Le directeur de l'Institut Montaigne. Voilà. Moi, je suis maintenant, je pense, référencé comme un agent poutinien parce que je pense que nos dirigeants sont totalement dangereux. Parce que je pense que la démocratie représentative est en faillite aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne. Il faut voir la façon dont on nomme dans des instances censées être indépendantes les amis du président. Il faut voir les petites médailles pour service rendu. Il faut voir la façon dont la presse passe la brosse à reluire et gomme toutes les affaires qui pourraient être délétères pour l'image du président de la République, qui est le meilleur président que la France ait jamais connu. Donc évidemment, c'est facile de montrer du doigt et de dire parce qu'on montre qu'aujourd'hui les inégalités explosent, qu'on prend la plupart des peuples de la planète pour des abrutis, pour un 0,1% qui se gaffe comme jamais grâce à la financiarisation du monde, on serait un agent poutinien. Non, je suis désolé, j'ai une lecture marxiste, on va dire, des événements, et je pense que ces inégalités ne peuvent pas durer telles qu'elles sont, surtout si on prend les plus pauvres pour des cons un peu trop loin. Alors, il y aura toujours évidemment Darmanin qui sera là avec son grand débat hein, sur les étrangers. On pourra toujours avoir la bataille de pauvres, pauvres local contre pauvres qui vient de loin. Ça marche toujours à tous les coups. Mais ça n'empêchera pas que les 0,1% qui ne veulent plus qu'on montre leur trajet dans leur jet privé continuent de faire absolument n'importe quoi avec le financement de ces gens qui sont au pouvoir et qui, eux, nous emmènent dans un gouffre. Voilà. Je sais pas. Enfin. Donc, Michel Duclos, merci. La guerre en Ukraine, au même titre que les agitations militaires au-dessus de Taïwan, est un combat entre les autocraties et les démocraties. C'est beau, ça. C'est beau. Alors, il faut voir que la démocratie représentative, quand tu es en 2 ans sous l'état d'urgence sanitaire, où tout est décidé en conseil de défense sanitaire, sous le sceau du secret défense. D'ailleurs, je milite pour la levée du secret défense. Nous devrions tous, en tant que citoyens, demander aujourd'hui la levée du secret défense et d'avoir accès aux minutes des rendez-vous et des meetings de ces conseils de défense sanitaire, savoir qui était là, ce qui s'y est dit, quels ont été les contrats passés, tout comme on devrait militer, et là encore, mais
quelle apathie des peuples, quelle gentillesse de la part des gens qui se disent finalement c'est normal. Militer pour avoir accès aux échanges privés entre Ursula von der Leyen de la Commission européenne et Albert Bourla, le patron de Pfizer, sur la vente de ces merveilleux vaccins qu'on a payé très cher à l'Union européenne. Et d'ailleurs l'Union européenne qui vient de racheter encore un lot de nouveaux vaccins à une super boîte espagnole. Voilà, non, c'est qu'à un moment... la démocratie représentative fait lâcher l'affaire à de trop nombreux citoyens qui se disent finalement, ces gens-là font du beau boulot, ils ont fait l'ENA, on peut leur faire confiance, c'est des tronches. Enfin, vous savez qui était la directrice de l'École nationale d'administration de l'ENA? C'était Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, la campagne européenne, que les Suisses c'est des mous, qui servent à rien. Nathalie Loiseau, elle m'aime pas. Sur Twitter, on s'est fait quelques échanges rigolos. Mais là, tu te dis, voilà, c'est pas un gage de qualité. Donc voilà, il y a vraiment un vrai problème. Et bien sûr, et la justice de notre pays, on n'oublie pas que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est mis en examen dans une affaire de conflit d'intérêts. Mais tout ça, c'est... Dans quel pays au monde c'est possible un truc pareil? Non, je demande parce que je veux bien la démocratie, tout ça, mais je veux bien les autorités, l'État qui doit montrer l'exemple. Je veux bien. On commence quand? Non, juste pour savoir, parce que ça risque d'être un choc, hein. Allez, ces sanctions qui emmènent la planète vers le gouffre après le Covid, pourquoi pas. Et puis ce week-end, évidemment, alors... Au mois d'août, j'ai remarqué, c'est souvent là que s'intensifient les frappes préventives de l'armée israélienne sur Gaza. C'est souvent là que s'embrasent les conflits, c'est souvent là qu'il se passe des trucs. Et alors, d'un côté, vous avez bien sûr Gaza, trentaine de blessés, 6 morts, dont des enfants. Alors, ce seraient des missiles lancés par le djihad islamique et non pas des frappes préventives et chirurgicales de Tsahal, l'armée israélienne qui défend son peuple, avec le dôme de fer qui a intercepté tous les missiles envoyés en direction du territoire israélien. Vous savez, ce conflit dure depuis des années. On n'en verra sans doute jamais la fin. Vous avez là un choix qui est fait, en revanche, par les autorités israéliennes, c'est de soutenir le Hamas, qui tire la bande de Gaza depuis plus longtemps, contre le djihad islamique, qui est un autre groupuscule anti-israélien et qui, là, est soutenu par l'Iran. Et donc, les frappes de ce week-end ont ciblé uniquement le djihad islamique et le Hamas regarde sans prendre part dans cet affrontement. Alors ça fait des morts innocents, ça fait qu'à Gaza, la seule centrale électrique qui fonctionnait s'est arrêtée. Donc pour les hôpitaux et les restes, je ne vous parle pas de l'enfer que ça peut être. Cette guerre n'en finit pas. Si vous critiquez la politique israélienne en matière de colonisation, vous passez pour un antisémite. C'est très difficile de pouvoir parler sereinement de ce conflit. En plus, c'est assez complexe, comme je viens de vous le dire, puisque vous avez des branches armées qui ne se soutiennent pas forcément entre elles, et puis vous avez un État qui défend son territoire et sa souveraineté, en l'occurrence Israël, malgré la politique de colonisation qui, elle, peut être sujette à caution. Alors, une fois dit ça, c'est Yair Lapid donc, qui vient d'arriver au pouvoir et qui doit s'affirmer en fait en expliquant voilà, on est capable de gérer tout à fait cette affaire, mais on voit bien que épargner le Hamas n'est pas innocent, ça permet simplement de gagner du temps et de voir comment se positionner, et ça a toujours été le cas. Benjamin Netanyahou n'avait pas honte d'aller encore plus loin dans les frappes préventives à des fins de politique intérieure israélienne. Donc voilà, c'est terrible. J'ai pas de mots puisque nos philosophes du bien ce sont toujours bien sûr du côté israélien, sans aucune critique ou quasiment aucune ou très peu de la politique de colonisation. Moi, je ne suis pas, je vais pas non plus prendre parti dans un conflit trop complexe pour que je puisse prendre parti. Je dénonce juste des crimes à répétition qui commencent à faire tâche. Vous avez un journaliste de l'AFP qui a été arrêté également par les forces de l'ordre israéliennes alors qu'il prenait des photos dans la bande de Gaza, enfin juste à côté. Vous avez des pratiques qui sont censées être condamnées partout dans le monde, mais là, c'est un conflit qui fait que dès que vous en parlez, ça explose.
Et le mercenaire en mocassin a tweeté en disant on ne peut pas critiquer Tsahal de faire son travail et Israël a tout à fait le droit d'être un État souverain. On ne parle pas du fait que c'est le djihad islamique qui a envoyé des roquettes sur sa propre population parce qu'ils ont mal tiré. Ça, c'est la version officielle. Vous savez, il y a toujours 2 versions. Hein, voilà. C'est terrible. C'est depuis que je suis né, on parle de ce conflit, et bien avant encore, on parle de ce conflit. Alors, après, il faut reconnaître à Israël d'avoir bouté le colon anglais hors de là, d'avoir créé l'État d'Israël, de l'avoir maintenu, d'avoir été victorieux pendant la guerre des 6 jours, de tenir ce bout de territoire. Il faut voir la taille des États dans la région. C'est des départements. C'est la taille de départements français, quasiment. Donc, on a affaire à des populations qui, de toute façon, devraient vivre ensemble. On ne peut pas trop faire autrement. Mais c'est très compliqué de vivre ensemble, visiblement, quand on est humain. Et puis, je parlais des versions des faits. En Ukraine, il y a un rapport d'Amnesty International qui fâche les Ukrainiens parce que c'est un communiqué un peu long d'un pré-rapport d'Amnesty International qui explique que oui, l'armée ukrainienne a mis en danger les civils parce qu'ils ont utilisé des positions dans des bâtiments publics de type écoles, hôpitaux. Alors, c'était pas pour tirer depuis ces bâtiments. Ils utilisaient les écoles, les hôpitaux pour dormir, pour se restaurer, pour entreposer du matériel. Mais la Convention de Genève fait que, normalement, les belligérants ne doivent pas mettre en danger les populations civiles en utilisant des bâtiments publics ou en étant à proximité de ceux-ci. Or, l'armée ukrainienne l'a fait. Résultat, Volodymyr, pas content, comme d'habitude. Cette fois-ci, il a dit, mais enfin... c'est dingue. Dans le droit international, on se fiche de savoir qui est l'agresseur. Si une guerre est juste ou injuste, licite ou illicite, les textes s'appliquent à toutes les parties du conflit. Voilà, donc ça c'est l'école militaire qui explique qu'il n'y a pas de jugement moral là-dedans, c'est un rapport factuel. En tout cas, où est-ce que c'est la directrice de Amnesty International pour l'Ukraine, Oksana Pakashlouk, a démissionné en disant que c'était scandaleux et que ce rapport en fait donnait un blanc-seing aux Russes pour continuer leurs exactions. Voilà. Puisqu'eux n'avaient pas le choix. En fait, dès le début de la guerre, les Russes ont pris pour cible, bien sûr, les camps militaires ukrainiens. Et comme c'était une toute petite armée, ils se sont cachés pour éviter d'être tous tués dès le début. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé ça, c'est leur défense. Le problème, c'est que les Ukrainiens dénoncent maintenant de la propagande russe sur la base de ce rapport, alors qu'il devait être fait uniquement pour... dénoncer. Alors c'est là, voilà. Attendez, je vais retrouver. Le président Volodymyr Zelensky s'est insurgé contre un rapport dans lequel la victime et l'agresseur sont d'une certaine manière mis sur un pied d'égalité, transférant à ses yeux la responsabilité de l'agresseur à la victime. L'ONG tente d'amnistier l'État terroriste de Russie, a jugé le chef de l'exécutif. Les investigations d'Amnesty se sont étendues sur plusieurs semaines, entre avril et juillet, à proximité des lignes de front. Et l'organisation estime avoir trouvé des éléments prouvant que les forces ukrainiennes ont lancé des attaques depuis des zones résidentielles peuplées et qu'elles se sont basées dans des bâtiments civils dans 19 villes et villages de la région. Donc c'est pas rien. Les exemples cités demeurent flous. Alors voilà, ils sont pas contents. Les soldats utilisaient plusieurs immeubles pour des abris souterrains. Il y a eu bien sûr évacuation des populations, mais pas systématiquement, puisque les plus faibles restaient, n'ayant pas les moyens de partir ou étant trop vieux ou ne souhaitant pas partir de toute façon. Et donc Amnesty reproche également à l'armée ukrainienne de n'avoir ni demandé aux civils d'évacuer les bâtiments autour de ces positions, ni aidé les civils à évacuer. Alors qu'il y a eu des appels à quitter les villes, c'est sûr, mais ça n'a pas forcément été organisé. Et les déplacements forcés constituent une violation du droit international humanitaire à travers l'histoire. Nombreux sont les civils qui ont choisi de rester dans les zones où se déroulaient les opérations militaires. Et puis, Amnesty International note enfin que l'armée ukrainienne utilise des biens civils protégés, comme hôpitaux ou écoles, dans le premier cas principalement pour s'y reposer, non pour combattre. Dans le second, les établissements vides constituent de simples bâtiments administratifs. Leur emploi participe néanmoins à flouter la distinction entre les entités civiles et militaires, tout comme l'utilisation de bus scolaires pour acheminer des soldats au front. Voilà.
C'était dans le Donbass. Libération en avait parlé d'ailleurs. Voilà, c'est l'une des plus fondamentales du droit international humanitaire. Les Ukrainiens ne le respectent pas et ils n'aiment pas qu'on leur rappelle. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement moral là-dedans. Amnesty fait son boulot et ça en énerve plus d'un. Les rodéos sauvages. Eh oui, ce terme, alors on appelle ça du cross-bitume, hein, selon Lola Kivoron qui a fait un film rodéo à Cannes et qui trouvait que c'était la faute des flics s'il y avait des morts dans ces rodéos puisque les pilotes étaient émérites. Alors malheureusement non, à Pontoise, il y a eu 2 enfants fauchés de 10 et 11 ans. La fillette de 10 ans est entre la vie et la mort à l'hôpital. Elle aura sans doute des séquelles cérébrales à vie. Le chauffard les a percutés de plein fouet. Il s'est présenté le lendemain au commissariat avec son avocat alors qu'il avait pris la fuite le jour de l'accident. La petite fille, on pense fort à elle et à sa famille. Le petit garçon qui a été témoin de la scène souffre d'amnésie traumatique et d'une fracture du tibia. Ces rodéos sauvages, il y en a énormément. Alors ça devait être une des priorités de Darmanin, mais c'est comme d'habitude. Il fait beaucoup de priorités, Darmanin, mais sa priorité, c'est d'abord d'offrir des logements contre des faveurs sexuelles. Enfin, ça, c'était avant qu'il soit ministre. Maintenant, c'est plus compliqué. Il y a aussi une organisation de ces rodéos, c'est-à-dire que pour ne pas être pris la main dans le sac, les organisateurs de ces rodéos, ou ceux qui vont aller en moto, louent des motos plutôt que de les acheter. Donc, ils ne sont pas propriétaires de la moto. Et ils les louent en groupe via des associations. Donc, on ne sait pas qui pilote la moto au moment du rodéo. Alors, la doctrine change. Les policiers français sont en train de s'inspirer de la doctrine anglo-saxonne qui s'appelle le tamponnage, c'est-à-dire que les forces de l'ordre là-bas ont le droit de rentrer avec leur voiture dans le pilote de la moto pour le faire tomber et l'arrêter. Ça peut être un carnage. En tout cas, la doctrine va changer et donc on ne sait pas comment ça va se passer. C'est tout simplement un vrai fléau. C'est du domaine de l'incivilité là-bas en Grande-Bretagne. En France, bien sûr, c'est également puni par la loi, mais interpellation et contre-organisation de ces rodéos paraît difficile. Voilà, je ne comprends pas en fait pourquoi on fait ça dans des zones résidentielles, pourquoi il n'y a pas... Alors à ce moment-là, peut-être qu'on peut ouvrir des routes, rien que pour ça, pour les rodéos. Il y a bien des façons de faire, parce que après tout, c'est bien de faire des roues arrière en moto, mais pas n'importe où, n'importe quand. On peut peut-être... Voilà, enfin je sais pas. Encore un casse-tête, encore un drame de... la mauvaise éducation, et puis voilà, j'ai adoré ce moment où cette réalisatrice grande bourgeoise qui avait grandi en banlieue, certes, vantait ses pratiques formidables en parlant d'art et de nouvelles poésies. Je pense que c'est dangereux quand même. Voilà, je suis peut-être un peu réactionnaire, mais qu'est-ce que vous voulez ? Et je vous avais parlé de mon angoisse personnelle. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est flippé, ce poulain ? Mais quand même, de la possibilité d'une explosion, ou du moins de sabotage de centrales nucléaires sur le territoire ukrainien en août. Alors, parce qu'il y a une grande offensive qui se prépare. Il y a eu des énormes mouvements de chars de la part des Russes, mais aussi des Ukrainiens, puisque Volodymyr Zelensky a annoncé une énorme contre-offensive pour reconquérir les territoires pris par les Russes. Donc le mois d'août risque d'être assez sanglant en Ukraine, et préparez-vous à tout. D'ailleurs, on voit bien, on commence à préparer les esprits, un peu comme pour dire que la rentrée va être difficile. Là, c'est à Zaporijjia, l'inquiétude maximale face à la reprise des frappes près de la centrale. Et oui, il y a eu des bombardements aux abords du site, dont Kiev et Moscou se renvoient la responsabilité. Évidemment, l'Agence internationale de l'énergie atomique s'alarme d'un vrai risque de catastrophe nucléaire. Mais qui va faire péter le truc ? Et qui va accuser l'autre ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, on peut dire que on prépare à ce risque majeur d'accident. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, c'est là-bas, est cible de bombardement. Elle est située dans le sud de l'Ukraine, sur le bord du Dniepr, et elle comprend 6 réacteurs d'une puissance d'1 mégawatt chacun. Depuis début mars, elle se trouve dans une zone occupée par l'armée russe, une source de grande inquiétude pour l'autorité de sûreté nucléaire. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche, les bâtiments administratifs et une zone de stockage de combustible nucléaire usagé auraient été endommagés, donc on n'a pas non plus confirmation, par une frappe proche.
Les Russes ont accusé l'armée ukrainienne d'avoir mené cette attaque avec une bombe à sous-munitions tirée d'un lance-roquette multiple Ouragan. Les éclats et le moteur de la roquette sont tombés à 400 mètres d'un réacteur en marche. Voilà, ça c'est les autorités qui ont confié ça à l'agence de presse russe TASS, sans présenter aucune preuve. Vendredi, Kiev avait dénoncé des attaques à proximité d'un des réacteurs imputés à l'armée russe. Ces 3 frappes avaient touché une ligne à haute tension. L'un des 3 réacteurs encore en fonctionnement avait dû être arrêté samedi. Un incendie s'est aussi déclenché, mais a pu être rapidement maîtrisé. Ukrainiens et Russes se sont renvoyés la responsabilité de ces bombardements. Et oui. Des combats s'y étaient déroulés au début de l'invasion lancée par le Kremlin, lorsque l'armée russe s'est emparée de la ville et du complexe. Kiev accuse l'occupant d'utiliser la centrale comme bouclier en stockant des armes lourdes et des munitions à proximité. L'Union européenne a condamné samedi les activités militaires de la Russie autour de la centrale nucléaire. Il s'agit d'une violation grave et irresponsable des règles de sécurité nucléaire et d'un nouvel exemple du mépris de la Russie pour les normes internationales. Alors ça, c'est Joseph Borrell, qui n'a pas parlé du rapport d'Amnesty International. Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique s'est dite très inquiète. Et oui, il existe un vrai risque réel. Un vrai risque réel. C'est pas juste un risque réel ou un vrai risque. Non, c'est un vrai risque réel. Donc c'est un gros risque. Et il existe un vrai risque réel de catastrophe nucléaire pouvant menacer la santé et l'environnement en Ukraine et au-delà. Ah, oui. Toute action militaire menaçant la sécurité de la centrale et la sûreté est complètement inacceptable et doit être évitée. Voilà. Alors, en milieu de la semaine dernière, déjà, le patron de l'Autorité internationale de l'énergie atomique estimait que la centrale était complètement hors de contrôle. Vous entendez la petite musique ? Moi, je l'entends bien. Des inspections très importantes doivent y être conduites, mais elles nécessitent l'accord de la Russie et de l'Ukraine. Ces tensions autour de la centrale interviennent au moment où le front sud connaît un regain d'activité militaire. Et voilà, puisque Kiev veut reprendre Kherson, seule grande ville capturée par Moscou. Selon le bulletin quotidien des renseignements britanniques paru samedi, la Russie masse des troupes dans la région et anticipe une contre-offensive ukrainienne ou en préparation d'un possible assaut. Donc soyez prêts, tout est possible, les jeux sont ouverts. Je ne vous cache pas que c'est de loin la nouvelle la plus inquiétante du matin. Mais ici, vous allez voir, qu'est-ce que c'est ? Le nuage nucléaire passera à côté de la France. De toute façon, bah oui, c'est vrai. Un vrai risque réel, c'est mauvais signe, hein, c'est grave. Ouais. Ah mais oui, la mort du beluga. Il est mort le beluga ? Parce qu'il ne veut plus manger. On lui donne à manger, mais il ne veut pas manger. Alors que tout le système est en train de flinguer toutes les espèces, mais le beluga, visiblement, lui, il faut vraiment le sauver. Hein. À coup de hareng, à coup de machin. Mais bon. Ouais, ça rougerait bien tout le monde. Ouais. Non, mais c'est affreux. Alors, dans les Échos, encore le journal de Bernard Arnault, on apprend que la réforme de l'assurance chômage est un projet soutenu par l'opinion. Et oui, 6 Français sur 10 sont favorables au projet de réforme du gouvernement de rendre les règles d'indemnisation plus ou moins favorables selon la conjoncture. Alors, mais pourquoi ? Bah parce que c'est un sondage Elab pour les Échos, Radio Classique et encore lui, l'Institut Montaigne. Ah, ça fait plaisir de voir l'Institut Montaigne dans un sondage pour les Français. Ah la vache. Ah, on est bien. 6 Français sur 10. Alors il faut voir la gueule du sondage, évidemment. Là, c'est quoi ? C'est un sondage réalisé par Internet auprès de 1000 personnes interrogées du 1er au 3 août 2022. Alors, est-ce que vous pensez que les chômeurs, ils sont payés trop à rien foutre ? Bah oui. Oui, mais bon. Alors, les causes du chômage selon les Français. Quelles sont les principales raisons du niveau de chômage en France selon vous ? Alors, cité en premier, le système d'indemnisation qui n'encourage pas le retour à l'emploi. Tous ces feignasses qui prennent des sous pour pas travailler. Ensuite, des salaires trop bas. Oh bah, façon de voir. Les charges qui pèsent sur les entreprises. Des formations inadaptées. Alors là, vous allez voir avec Gabriel Attal, on a une interview où l'objectif, c'est 1 million d'apprentis. Hein. Donc on va mettre tout le monde en formation pour masquer les chiffres du chômage et parler de plein emploi. C'est formidable. Ça s'appelle tout simplement une entourloupe comptable. Et les entreprises qui n'embauchent pas assez et qui n'augmentent pas assez les salaires. Méchantes entreprises. Maintenant, elles font ce qu'elles peuvent, mais en même temps, voilà. Donc, quand tu dis, tu passes quand même de le projet de réforme soutenu par l'opinion
il faut rappeler que c'est 1000 gonzes interrogés par Internet en 3 jours. Voilà. Donc, par Elab. C'est ça qu'on appelle l'opinion. Bon, on va en faire des sondages ici au Monde Moderne. Je crois qu'on va en faire parce que c'est... Voilà, vous êtes plus de 1000 là déjà, hein, 1500 quasiment. Donc on pourrait faire un sondage Elab, quasi, hein, avec des vraies questions. Alors après on va dire, mais non, mais c'est que des intimes. Non mais attention, c'est une communauté... Oh là là, mais non, mais ça représente pas la population française, le Monde Moderne. Bah et alors, prouvez-le. D'où on ne représente pas la population française, monsieur Delab, monsieur de l'Institut Montaigne. Excusez-moi, mais vous avez un pochon là qui dépasse de votre poche. Ouais, voilà, oui. Excusez-moi, mais je pense qu'on peut tout à fait être représentatif de l'opinion. D'une certaine opinion. Voilà. Donc, non, on va faire un sondage. Que pensez-vous de la réforme... Attends, comment je fais là? Il faut que j'aille sur... là... Ne bougez pas... Gérer les sondages. Nouveau sondage. Nouveau sondage. Que pensez-vous de la réforme de l'assurance chômage du gouvernement? De l'assurance chômage. Alors, c'est de la merde, réponse 1. C'est de la drouille plutôt, voilà. 2. C'est super, réponse 2. Sale chômeur. Il nous pique notre argent. Sale chômeur. Et on peut faire un dîner de travail. Voilà. Vous avez 4 options. Hein. Donc là, faites-vous plaisir. Hop. Allez. Vous avez 2 minutes pour voter. C'est parti. Oh là là, c'est de la drouille, hein, en majorité. Voilà. On va revenir sur ces résultats tout à l'heure. Mais c'est génial. Donc nous aussi, voilà, on peut faire des choses, nous aussi, voilà, puisque c'est ça, nous aussi, on peut faire des sondages, tout comme Elab. Alors, on va attendre. C'est de la merde, comme Jean-Pierre Coff. Une bonne réforme de vieux macronistes. Ça se discute. Salut Alexis Bajned et merci pour tout. Merci à vous d'être là ce matin. Vous êtes très nombreux. Hein. En plein cœur du mois d'août, on voit que la France qui se lève tôt, elle est là, elle travaille. Elles sont là. Réponse D. Appelez un ami peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, sur cette réforme de l'assurance chômage, pardon, il faut que je retrouve le... Ah, mais enfin... Mais... Oh. Voilà. Ça, c'est le sondage des labs. Voilà. Merci à tous ceux qui s'abonnent pendant ce sondage. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas le sondage. Mais si, il est dans le chat. Il faut remonter un peu dans le chat. Vous aurez accès au sondage. Merveilleux sondage qui est bientôt terminé. Plusieurs votes, plusieurs voix se sont exprimées. Vous êtes plus de 1500. Et là, à avoir voté, vous êtes déjà 700, 800. Vous n'êtes pas 1000 encore à avoir vraiment dit ce que vous en pensez. Mais vous allez voir, les résultats sont assez représentatifs de la communauté des modernos, j'ai envie de dire. Et peut-être même de l'opinion française, tout simplement. Hein. Nous pouvons être fiers d'être des très bons représentants de l'opinion française. Alors, c'est de la drouille à 78%. Vous êtes donc 655 à avoir voté pour c'est de la drouille. Un dîner de travail, 15%, 126, à se dire ce serait bien qu'on se mette autour d'un bon plat pour en discuter, hein, plutôt que de... Voilà. Merci à Mic10 qui a contribué avec 18 750 points de chaîne. Impressionnant. Sale chômeur, 6%, vous êtes 47 à le dire. Et puis c'est super, 9, vous êtes 1% à l'avoir fait, bande de petits coquins. Voilà, merci, c'était le sondage du Monde Moderne sur ça. Merci d'avoir voté. Donc vous voyez, nous aussi, on peut faire des sondages et dire que c'est super. Oh! Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est Gabriel Attal, déconnez pas. Vous savez, c'est le ministre de
Il est ministre des comptes publics, je crois. C'est ça. Alors, c'est un grand interview aux Échos où on apprend. Première question. Le budget 2023 va-t-il consacrer le retour à la normalité budgétaire après les textes sur le pouvoir d'achat qui ont encore abouti à des dépenses importantes? Demande Bernard Arnault. Nous allons en effet entamer avec le projet de loi de finances une phase de normalisation budgétaire. Après le quoi qu'il en coûte lié au Covid, le plan de relance et les boucliers anti-inflation, cette phase doit nous permettre de mettre en œuvre le programme présidentiel pour le quinquennat, tout en tenant nos objectifs de réduction progressive du déficit public pour revenir à 3% du PIB en 2027. Ce budget 2023, c'est le carburant que nous mettons dans le moteur du pays pour atteindre le plein emploi. Là, je pense qu'on tient la phrase en or. Attention, ce budget 2023, c'est le carburant que nous mettons dans le moteur du pays pour atteindre le plein emploi et protéger les Français. Ben dis donc. Ah ben ça, si ça, c'est pas du McKinsey tout craché, c'est bien écrit. Hein. Qu'est-ce que c'est? Et tout ça, attendez, parce que c'est avec nos impôts que ces mecs-là sont poètes. Hein, parce que c'est de la poésie, là. Hein, c'est du carburant que nous mettons dans le moteur du pays pour protéger les Français. Mais les protéger de quoi? De vos mesures qui les foutent dans la merde? Allô? Non, mais visiblement, il est très fier. Il est très content, Gabi. Quel crédit pour le bloc régalien? Ça, c'est important quand même, parce que c'est bien gentil, les Français, tout ça. Alors, les budgets de la défense et de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères augmenteront globalement de 6,1 milliards. Bon, ils se partagent 6 milliards sur 4 ministères. Une hausse très importante, hein, que nous assumons afin de tenir notamment l'engagement d'un relèvement de 3 milliards des crédits des armées en 2023, mais aussi les objectifs du Beauvau de la sécurité. Ah, mais j'avais oublié. Ah oui, il y avait un Beauvau de la sécurité. Putain, est-ce qu'on va avoir un Grenelle de tous les Grenelles? Un Grenelle des Beauvaux, de la place... les gars, sérieux, mec, c'est... Alors, doublement de la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030, tu m'étonnes. Bah, y a les JO qui vont aider, hein. Donc la petite enveloppe JO, reconnaissance faciale, drone, enfin tout le technocontrôle, plus doublement de la présence des forces de l'ordre sur le terrain. Ok. Le budget de la justice, hein, une nouvelle hausse de 8% après 2 années d'augmentation pour recruter des magistrats et, bien sûr, respecter les plans de construction de nouvelles places de prison. Et oui, il faut de la place en prison pour tous les contestataires. Allez, en prison, anti-français. Ça va être compliqué. Qu'englobez-vous dans le bloc environnement? Le bloc environnement. Alors, c'est les ministères de la transition environnementale, de la cohésion des territoires et de l'agriculture qui vont disposer de 3,3 milliards d'euros supplémentaires. Formidable. Pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Ça fait 25 ans que j'entends ça. On aurait peut-être pu commencer à un moment. Alors là, il s'agit d'accélérer. Bon, très bien. Alors, il y a eu des trucs, hein, effectivement, où tu mets un peu de laine de verre dans les garages. Ok, je pensais aller un peu plus loin. En tout cas, et de poursuivre le verdissement du parc automobile. Alors, il y aura des aides, notamment pour les plus pauvres, pour qu'ils puissent quand même, éventuellement, en se sacrifiant, acheter une voiture électrique, parce qu'ils n'auront plus le droit d'utiliser leur voiture. De toute façon, à pétrole, c'est fini. Ni d'aller dans les villes, c'est interdit aux pauvres. Donc voilà, donc ça c'est assez génial. Donc on sent que le mec il tient un truc. Hein. C'est donc magnifique interview dans les Échos, hein, comme je vous en parlais. Où nous avons également alors les vagues de chaleur qui aggravent encore la crise de l'énergie, bien sûr. Où il est, Attal? Je ne le retrouve plus. Devoir de vacances budgétaires, on s'en fout. Excusez-moi, je ne le retrouve plus. Ah voilà. Hop, voilà, j'ai retrouvé. Alors, les aides à l'apprentissage qui seront prolongées en 2023. Un travail nécessaire de recalibrage des aides sera engagé, mais le soutien restera massif. Alors, quels sont les chantiers d'économie? Nous agissons fort aujourd'hui pour ne pas avoir à subir demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous fait mal pour que demain, vous fermiez vos gueules. Le président l'a annoncé. Nous concertons
sur des réformes sur les retraites et l'assurance chômage à la rentrée. Nous concerterons, pardon. Donc il va vous demander si vous êtes d'accord. Alors comme c'est Elab, l'opinion et Bernard Arnault qui vont dire « Les Français sont d'accord », vous serez d'accord. Même si toi, mais non, je suis pas d'accord, ta gueule. T'es pas les Français, toi. Je crois que tu es un séditieux, complotiste, de surcroît. Donc ça me semble... Tu n'as pas le droit de voter à ce sondage. D'accord. Donc, voilà. Donc c'est formidable réforme donc, pour rendre encore plus précaires les précaires, qui renforceront en fait l'activité et contribueront à la soutenabilité de notre modèle. Donc, il faut flinguer le modèle social pour qu'il puisse perdurer. Ça, c'est d'une logique à toute épreuve, hein. Tu peux pas... C'est-à-dire, ils ont flingué l'hôpital pour t'expliquer qu'on avait le meilleur système de santé, hein, grâce à l'hôpital de flux, promu par les cabinets de conseil, évidemment. Chaque ministère est par ailleurs engagé à rechercher des économies dans son périmètre. Les ministres auront l'occasion de préciser les réaffectations de crédits qu'ils engagent pour mieux financer les priorités. Par ailleurs, nous réduisons de 8 milliards d'euros les dépenses liées à la relance post-Covid l'année prochaine. Ah, on arrête. Alors... Dans le même temps, côté américain, Biden, lui, c'est open bar 730 milliards de dollars pour l'inflation. Tu ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Mais bon, les mecs ont voté un truc au Congrès avec plein de sous, de l'argent magique, évidemment. Un pays endetté à plus de 700... Je ne sais même plus, en réalité, tellement la dette américaine est calamiteuse. Mais là, ils ont fait un plan pareil avec plein de sous. Nous, on est dans le... on n'a plus de sous, donc on va faire semblant. Faut-il davantage cibler certaines aides? Oui, notamment l'aide à l'acquisition de véhicules propres, qui sera tournée vers les plus modestes. Tiens, 2 centimes, va t'acheter une Tesla. Comment ça, c'est pas assez? Mais dis donc, Jean-Michel, je crois que tu n'as pas compris la valeur travail en réalité. Donc voilà, ça va être magnifique. Les dépenses engagées doivent viser à la plus grande efficience. Ce terme est merveilleux, efficience, pour la rénovation des passoires thermiques. Voilà, pour les dépenses de santé, une hausse de 0,6%. Faut pas déconner. Non, il n'y a plus rien, on ferme, donc c'est juste pour histoire de pouvoir laver les draps, quoi. Et quels efforts seront demandés aux collectivités locales? Nous avons évidemment besoin qu'elles continuent d'investir. Et avec Christophe Béchu, nous rencontrerons des associations d'élus à la rentrée pour définir avec elles une trajectoire de dépenses sur le quinquennat, sachant que nous nous sommes engagés à stabiliser les dotations de l'État, comme lors du quinquennat précédent. Merci, très bien. On est là dans la novlangue de tout ce qu'elle a de plus merveilleux. Qu'avons-nous d'autre? Sauf qu'il y a une forte inflation, il y a des coûts. Oui, mais ça augmente aussi les recettes. Globalement, les finances locales sont dans une situation très favorable, comme le souligne la Cour des comptes. Ah, mais c'est pas Agnès Buzyn qui a été nommée à la Cour des comptes? Mais si! Mais, ah bah oui, du coup, c'est super, bah ouais. Donc, tu nommes que des potes aux autorités indépendantes qui sont censées juger ta politique, donc du coup, évidemment, tu fais une politique géniale. Malin. Qu'est-ce que c'est malin, mais qu'est-ce que c'est bien foutu. Les créations d'emplois, enfin tu l'écoutes avec Gabriel Attal, la France est un pays qui va vraiment merveilleusement bien. Et c'est vrai, on est bien dans notre pays, on a une chance formidable. Une dernière nouvelle aussi dans les Échos, la Russie qui interdit aux Occidentaux de se retirer des projets stratégiques. Le 5 août, Vladimir Poutine a ratifié un décret interdisant aux investisseurs de pays inamicaux de céder leur participation dans des projets liés à l'énergie ou les banques. Voilà, pour se désengager de Russie, ça va être plus compliqué. À partir de maintenant, la Russie a adopté un décret le 5 août et publié dans la foulée pour interdire aux Occidentaux de céder leur participation dans des projets financiers énergétiques russes. Les investisseurs étrangers ciblés sont ceux originaires de pays ayant eu des actions inamicales envers la Russie, visant à imposer des mesures restrictives contre les citoyens russes et les entités juridiques russes. En l'occurrence, il s'agit d'un projet particulier, le projet pétrogazier Sakhalin 1, qui est ciblé, puisque là, à Karyaga également, des investisseurs étrangers détiennent encore des participations et ils sont cités expressément dans le décret. Selon TASS, repris par le Wall Street Journal, le géant américain ExxonMobil serait directement concerné par cette interdiction, puisque sa filiale Exxon Neft Gaz détiendrait 30% de participation dans le projet Sakhalin 1, et le japonais Sodeco et l'indien ONGC Videsh en possèdent 30 et 20%. Voilà.
Et puis il y a bien sûr tous les projets banquiers, autant dire qu'il y a un paquet de trucs qui pourraient emmerder les investisseurs. Voilà, c'était une rapide revue de presse. J'ai pas parlé des élus locaux qui trempent dans des trafics de drogue. C'était à la une du Parisien, mais c'est formidable aussi. Vous pouvez les suivre. Je crois que ce sont des élus macronistes. Génial. J'ai pas parlé non plus de la sortie de prison de Patrick Balkany après son calvaire dans les geôles françaises. Il est ressorti amaigri, mais heureux de retrouver les siens. C'est formidable. BFM et CNews en faisaient quasiment la breaking news de la journée. Ils l'ont suivi du petit déjeuner jusqu'au coucher chez lui. Les caméras étaient partout. C'était formidable. C'était un petit moment de bonheur dans un été assez glauque où les feux sont partout. C'était dingue de voir les médias concentrés à ce point-là sur la libération d'un condamné à juste titre pour les faits qui lui sont reprochés. Mais que voulez-vous, c'est ainsi en Macronie. La France est un drôle de pays où les Français continuent d'accepter qu'on les prenne globalement quand même pour des cons. Mais bon. Le Valois Perret Mérogis. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai pas la télé. Il faut pas avoir la télé, c'est vrai. Mais bon, quand vous faites cette revue de presse, malheureusement, vous lisez la presse des oligarques et vous regardez quelques extraits. Et c'est vrai que c'est assez formidable, cette libération de Balkany. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Ah oui, puis bien sûr, Mélenchon et Taïwan. Alors là, tout le monde lui a tapé sur les doigts puisqu'il a dit qu'il n'y avait qu'une Chine. Et c'est vrai, dans les accords internationaux signés par la France ne reconnaît qu'une seule Chine, des accords qui datent de 1965. Alors, est-ce que les choses ont évolué depuis ? Nancy Pelosi, elle est venue, elle a posé son petit avion, elle est repartie, ça a foutu un peu la merde. Bon, voilà, tranquille. Tant que les Chinois décident pas d'attaquer... Mais c'est quand même... On sent une crispation du côté américain, une sorte d'effondrement. C'est aussi le 6 et 9 août, les dates de commémoration du bombardement nucléaire d'Hiroshima et Nagasaki, qui ont fait des dizaines de milliers de victimes civiles, qui ne demandaient pas de se prendre une bombe nucléaire sur la gueule au Japon. Certains trouvent ça normal, en disant que le Japon avait un peu poussé le bouchon trop loin. C'est à ce jour le seul pays, les États-Unis, qui a utilisé la bombe nucléaire sur des populations civiles, sans être inquiété, plus que ça. Voilà. Ça vous pose quand même un pays. Sans compter après les nombreuses guerres pendant la guerre froide, qui était en réalité une guerre chaude, et puis les bombardements au napalm de populations civiles. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste, mais je suis fatigué. Et puis, si vous souhaitez me suivre sur Instagram, puisque c'est le nouveau terrain de jeu du monde moderne, j'ai créé un compte qui s'appelle Alexis Poulain FR, où j'espère que Marc Blatta va me clasher encore là depuis Dubaï, là, tranquille, avec les dents là qui ressemblent à des lavabos. Là, vas-y Marc, fais-moi plaisir. Clash-moi gentil. Parce que bon, on rigole avec les influenceurs, on rigole. C'est terrible en fait, ce déclassement intellectuel des populations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre que son chien se baigne dans la piscine ? Je parle pas de Marc, là, je parle d'autres influenceurs. Je n'ai même pas leur nom en réalité, mais je suis allé voir après l'équipe formidable de gens beaux et intelligents et formidablement bien installés à Dubaï. C'est juste dingue. Et de se dire, mais qui suit ça au premier degré ? Qui trouve ça bien ? Et pourquoi ? Et quels sont leurs réseaux ? Alors, il y a peut-être là un travail, j'imagine, une thèse déjà en cours de sociologie ou autre chose qui travaille sur cette thématique des influenceurs, mais globalement, voilà, c'est assez drôle. Est-ce que c'est la faute de l'éducation nationale ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a aussi une société aussi qui véhicule certaines valeurs. Voilà, donc la société du nombrilisme, c'est aussi ça. Nous, ici, au monde moderne, on a un peu d'autres valeurs, je pense, j'espère. En tout cas, on s'y retrouve bien. Le sondage l'a montré d'ailleurs. Je crois qu'on est assez raccord quand on fait des sondages. Et puis, on va en faire de plus en plus. Et continuer, bien sûr, cette revue de presse. Bon, c'est le mois d'août, on va faire quand même un petit break. J'en fais 1 à 2 par semaine depuis le début de l'été. Peut-être que je vais faire des compiles au cours de la semaine, voir les articles qui m'ont fait le plus rire, et j'en ferai qu'une par semaine là pour la fin août. Il y a Amourante qui est live. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Elle monte ses fesses, elle écrit des noms sur un tableau Velleda. Je peux pas tester. Moi, j'ai une télé qui marche pas derrière moi, une caméra. Enfin bref.
Enfin, merci à vous tous d'avoir suivi cette revue de presse du monde moderne. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur les différents réseaux qui sont Patreon, Twitch, YouTube, ainsi qu'un Discord qui est à votre disposition. Dans mon taxi, les clients découvrent le monde moderne et l'adorent. Merci, ça c'est génial de faire écouter en taxi, c'est assez cool. Merci Nico Taco. C'est génial. Merci à vous tous pour ce formidable travail de bouche-oreille que vous faites, de partage, pour vos soutiens directs et indirects, pour vos messages aussi dans la vraie vie quand on se croise dans la rue et ici ou ailleurs. Je vous souhaite un bon lundi, une bonne semaine. On se retrouve peut-être en fin de semaine pour une deuxième revue de presse. En tout cas, prenez soin de vous, prenez pas tout ça trop au sérieux, même si ça commence à le devenir. Nous, on va continuer de rire de toutes ces histoires incroyables avec Timmy qui vous salue de la mine, qui bosse. Et en coulisses, on est en train d'apporter les dernières touches au titre Vieux Macroniste du groupe Vieux Macroniste. Vous devriez bientôt en avoir une version toute chaude sortie des forges de Chris, le guitariste qui est à la manœuvre. Merci beaucoup, bonne journée et bonne semaine. À très bientôt sur les ondes du monde moderne. Ciao.